Il est 13 heures en Côte d'Ivoire et en temps universel, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue. Ce dimanche 10 avril précède le dimanche de Pâques et marque l'entrée dans la semaine sainte. C'est le dimanche des rameaux. Comme partout dans le monde, les chrétiens de Côte d'Ivoire, rameaux en main, se sont mis en marche ce matin en procession. C'est la marche vers Pâques du peuple de Dieu à la suite du Christ. Le concours d'entrée au CAFOP 2022 est lancé. Les épreuves ont démarré hier samedi 9 avril et pour 5000 places disponibles, ce sont plus de 46 000 candidats qui sont inscrits cette année sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé officiellement le concours depuis Korogo. Nous y rejoindrons à Mississauga. Au terme d'une campagne atone et largement éclipsée par la guerre en Ukraine, les Français se déplacent aux urnes ce dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle afin de désigner les deux candidats qui s'affronteront au second tour fixé au 24 avril. Le taux de participation était à 25,48% à midi, en baisse de 3 points par rapport à 2017. GATIC Côte d'Ivoire, c'est le groupement des alphabétiseurs par les technologies de l'information et de la communication. C'est une ONG qui, en un mot, est spécialisée dans l'alphabétisation par le numérique et elle excelle dans le domaine au point de décrocher récemment le prix UNESCO Confucius d'alphabétisation 2021. Alors qu'on a l'habitude de l'alphabétisation traditionnelle, quels facteurs ont suscité la promotion de l'alphabétisation par le numérique? Quels changements cela a-t-il apporté dans le domaine et quels en sont les avantages? Voilà quelques questions que nous nous sommes posées. Les réponses, nous allons les trouver auprès du président de GATIC Côte d'Ivoire que nous avons invité ce dimanche pour notre magazine. Et M. Krou nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Emmanuel Krou Nguessan, merci d'être avec nous. Bienvenue. Merci, M. Hamza. Ouais. Je suis très heureux d'être là. Vous devez être fier, hein? Vous pouvez être fier d'avoir remporté ce prix. Effectivement, nous sommes très fiers. D'accord. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour présenter au monde entier ce que nous savons faire. Et nous disons merci. Vous avez été célébré le dimanche des rameaux. Oui, ce matin, on est à l'église pour célébrer le dimanche. C'est très important. Et pour dire merci au Seigneur pour votre prix, certainement. Merci. Nous sommes donc dimanche 10 avril et c'est le dimanche des rameaux qui précède le dimanche de Pâques et qui marque l'entrée dans la semaine sainte. 6 jours avant la fête de la Pâques, Jésus vient à Jérusalem. La foule qui porte des rameaux l'acclame de son entrée dans la ville, lors donc de son entrée dans la ville. À l'instar des chrétiens catholiques du monde, ceux de la paroisse Saint-Jean de Cocody commémorent la fête des rameaux, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais selon les consignes du clergé catholique de Côte d'Ivoire, à cause de la Covid-19, il n'y a pas eu de procession dans les rues. Une invitation pour nous à pouvoir faire comme le Christ, nous aimer les uns les autres. Le vendredi saint, nous allons célébrer la passion du Seigneur, Jésus-Christ qui meurt en croix pour nous sauver. Et après l'événement de la Passion du Seigneur, le lendemain, nous allons célébrer la résurrection, déjà avec la veillée pascale. À la paroisse Immaculée Conception de Lokochro, dans la commune d'Atekoubé, les fidèles ont également commémoré l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est la dynamique de la foi qui est en mouvement. Le peuple de Dieu est heureux d'accompagner l'histoire, de marcher avec le Seigneur Jésus. Le peuple de Dieu est heureux de vivre unis à sa parole en ce jour. Attaché aux valeurs religieuses, le premier magistrat de la commune, Paulin Danhaut, exhorte la communauté paroissiale à travers la prière au renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Les fidèles de l'église méthodiste unie, temple du jubilé de Cocody, munis de tiges de palme, commémorent eux aussi l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Procession dans les rues au son de la fanfare. En ce jour, nous célébrons la fête des rameaux qui est une commémoration, mais mieux, qui est la manifestation ou le témoignage de ce que le Seigneur et Sauveur du monde Jésus-Christ de Nazareth a fait il y a de cela à peu près 2000 ans dans sa terre natale. Le dimanche des rameaux est dans le calendrier liturgique chrétien le dimanche qui précède la fête de Pâques et qui marque également l'entrée dans la semaine sainte pour la communauté catholique.
C'était un reportage de Ngata Kwame, Gilles Tonien Djama, Serge Pacom, Didi Godefroy Okambawa. À Jérusalem, donc, la foule a tapissé le sol de manteaux et de rameaux verts, formant comme un chemin royal en l'honneur du Christ. C'est en mémoire donc de ce jour que les fidèles portent des rameaux puis se mettent en marche, en procession, marche vers Pâques du peuple de Christ, à la suite donc du peuple de Dieu, à la suite du Christ. Soro Corona depuis Bouaké. Bouaké, célébration du dimanche des rameaux. Dans les églises catholiques Saint-Martin, Mokassa et église Sema, les fidèles chrétiens ont tenu à célébrer l'événement à travers des processions dans la ville et ponctuées par la messe. Pour les guides religieux, le dimanche des rameaux est important pour le chrétien. Une commémoration qui symbolise la rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Ce dimanche des rameaux comporte deux étapes. D'une part, c'est Jésus qui entre de façon triomphale à Jérusalem. Il y entre, c'est pour se donner en sacrifice pour l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie et je voudrais souhaiter bonne fête de Rameaux à nos fidèles chrétiens de l'église de CMA et que Dieu, en tout cas, bénisse cette assemblée et que ce que nous sommes en train de faire puisse réjaillir sur notre vie pour que chacun puisse se donner pour glorifier son Dieu. Pour les fidèles chrétiens, l'heure est au recueillement pour se rapprocher davantage de Dieu. Je veux demander à tous les frères qui ont foi en Jésus-Christ de garder cette foi-là, de rester dans l'obéissance. Et c'est très important parce qu'à travers ce que nous sommes en train de regarder, c'est l'obéissance. Le Christ a obéi pour nous d'apprendre à nous aussi, chrétiens que nous sommes, d'obéir. Malgré nos difficultés, nos travaux, nous avons tout abandonné pour venir élever notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. À Diabo, l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem est aussi célébrée. Dans son homélie, le vicaire Nguessan Joël François exhorte les disciples du Christ à s'armer de courage face à toutes les épreuves. Le dimanche de Rameaux précède le dimanche de Pâques et annonce la Semaine Sainte. Et voilà ce que l'on peut dire à l'heure qu'il est du dimanche des Rameaux. Et cette année, le carême chrétien et le ramadan font un bout de chemin ensemble. Hier samedi, c'est en présence du Premier ministre Patrick Hachi et d'autres membres du gouvernement que la traditionnelle cérémonie de rupture collective du jeûne de ramadan du Kozim a eu lieu aux environs de 18h30 à Cocody Riviera, s'inscrivant ainsi dans la ligne des sacrifices de privation consentis par le musulman pour rendre gloire au Créateur et parler de paix. Mahama Traoré. En ce 7e jour de Ramadan, dignitaires religieux, membres du gouvernement et cadres musulmans s'empressent de rompre leur jeûne, comme cela est d'ailleurs recommandé par le prophète de l'islam, Mohammed. C'est désormais une tradition pour le gouvernement et le Kozim, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, de se retrouver une fois pour partager ensemble le repas de la rupture du jeûne à la faveur de chaque ramadan. Aux côtés de l'exécutif, représenté par le Premier ministre Patrick Hachi, le président par intérim de l'Assemblée nationale Adama Bictogo et des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. En ce mois où partage et générosité sont recommandés, les obligations cultuelles le sont également. Je voudrais recommander aux musulmans qui en ont les moyens de s'acquitter de leur zakat, aumône obligatoire annuelle pendant le mois de Ramadan. À cet effet, la communauté musulmane a mis en place depuis 2010 une structure spécialisée dénommée Fondation Zakat et Waqf, en vue de recueillir dans une sorte de guichet unique et d'optimiser la redistribution de la zakat par rapport aux besoins de la communauté et d'en faire un instrument efficace de lutte contre la pauvreté. Reconnaissant au Kozim pour sa contribution à la paix sociale, le gouvernement exhorte l'institution religieuse à l'assister dans son combat contre l'extrémisme religieux. La Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux pays de la sous-région, fait face dans sa partie septentrionale à une poussée djihadiste. Ces terroristes, au nom d'Allah,
et de la religion musulmane sèment le chaos et la désolation partout où ils ont réussi à prendre pied. Le président de la République voudrait donc, mesdames et messieurs, vénérés guides religieux, vous exhorter à davantage de pédagogie et de sensibilisation à l'endroit de notre jeunesse, afin qu'elle ne succombe pas à l'appel des sirènes. Notre nation a également besoin de vos prières et de vos intercessions auprès d'Allah, le Seigneur des mondes, pour que la paix et la cohésion sociale, si chèrement reconquises, se renforcent encore toujours. Une fois de plus, le président de COSIM, Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, a traduit sa reconnaissance au président de la République pour sa constante sollicitude à l'égard des communautés religieuses. Eux, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou athées, espèrent cette année réussir au concours d'entrée au CAFOP. L'édition 2022 a été lancée hier samedi et ce sont 5000 places disponibles pour 46 000 candidats. La ministre Maria Tokone a lancé officiellement le concours depuis Korogo. Ami Sissoko, notre correspondante sur place. Lycée Houphouët-Boigny de Korogo. Il est 8h ce samedi 9 avril quand la ministre Maria Tokone donne le coup d'envoi des épreuves écrites de la session 2022 du concours d'entrée au CAFOP, Centre d'aptitude à la formation pédagogique. Pour cette première journée, les 46 409 candidats font face aux épreuves de mathématiques, de français et de culture générale. Moi, ça fait 5 ans, mais cette année, les épreuves que je vois, vraiment, j'espère que nous serons admis au concours du CAFOP. Nous allons faire ce qu'on peut pour relever ce défi. Nous allons promouvoir l'excellence. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à l'instar de ce centre, a réitéré à tous les candidats repartis dans les 97 autres centres sur l'étendue du territoire national sa volonté de bâtir un capital humain de qualité dans la transparence. L'année dernière, nous avons dû reprendre une deuxième session et nous espérons que cette année, on s'en tiendra à une seule session et que c'est vraiment ceux qui se font confiance, ceux qui ont vraiment étudié, qui seront admis parce que seul le travail paye. Au nom de la solidarité gouvernementale, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation était accompagnée à ce lancement par le ministre Amadou Koulibaly et la ministre Miss Belmont Dogo. La seule chose qui paye, c'est le travail. C'est la constance dans le travail et c'est le message que Madame le ministre a bien voulu leur adresser lorsque nous avons visité les salles, leur demander de compter sur eux-mêmes d'abord. Nous sommes venus la soutenir. Nous avons constaté, c'est ma première fois d'assister à l'ouverture des épreuves. J'ai vu que tout était scellé. Et les candidats sont concentrés. Nous espérons que Korogo en sortira avec un très beau taux de réussite. Les résultats définitifs de cette session débutée ce 9 avril sont attendus pour le 15 juillet prochain après les épreuves du test psychotechnique. On quitte Korogo et on part en France. La France, où le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle était récemment en mission d'imprégnation sur place. Kofi Nguessan s'est particulièrement intéressé au modèle de l'école de la deuxième chance, modèle qui permet aux jeunes déscolarisés d'intégrer le monde du travail. Hervé Blé est de retour de France. Son reportage. Dans le Grand Est français, l'école de la deuxième chance fait ses preuves dans la réinsertion des jeunes de 16 à 25 ans sans emploi et sans qualification. Soucieux d'améliorer sensiblement l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Enseignement technique, professionnel et de l'apprentissage s'intéresse à ce dispositif. Kofi Nguessan a discuté des conditions de mise en œuvre et d'opérationnalisation de l'école de la deuxième chance. En 2020, les EDC ont accueilli sur 135, 80 formations sont proposées dans les métiers de la bouche, l'hôtellerie-restauration, les services, à savoir des formations également dans la maintenance des véhicules, la santé et le social, la logistique, les réseaux télécoms. Le réseau des écoles de la deuxième chance intègre des centres de formation à l'apprentissage. Il connaît 63% de sorties positives vers un emploi ou une formation qualifiante. La formatrice, donc Stéphanie Rudarzac, formatrice en vente, spécialement en CAP.
Sylvie Camus, formatrice en maths sciences, et en plus, on fait de la co-intervention vente. C'est aussi intéressé à la possibilité de création d'entreprises qu'offre le dispositif. Le CAREP, qui se définit comme la pépinière d'entreprises du pays Val-Lorraine, accompagne plus de 100 porteurs de projets par an pour 50 créations. Que nous rayonnons donc ici. On a agrandi la société d'année en année. On a pu y construire ce bel outil de fabrication grâce bien évidemment à CAREP et à leur accompagnement du quotidien. Bravo, c'est un bon parcours. Merci. À ces autres, le ministre ivoirien a amélioré l'employabilité des jeunes et a développé les compétences de son capital humain, en s'inspirant aux besoins des expériences réussies. Et de retour en Côte d'Ivoire, je vous emmène à Grand-Bassam, cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. Le ministère de l'Enseignement supérieur y a initié récemment un atelier. Il s'est agi de former les experts à la notion de budget-programme, la gestion des finances, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Issa Tchonayeo, reportage. Depuis 2020, la Côte d'Ivoire est passée du budget de moyens au budget-programme. Ce, dans le cadre harmonisé de gestion des finances publiques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Pour familiariser les agents des finances à cette nouvelle donne, le ministère scientifique a initié une formation à Grand-Bassam. Pour qu'il y ait plus de cohérence, il faut que tous ceux qui sont acteurs dans cette chaîne de dépenses, je veux parler des responsables d'unités opérationnelles, programmes qui ont la délégation du ministre doivent être bien formés. On veut savoir l'argent du contribuable qui est alloué pour travailler sur les différentes lignes des ministres est utilisé efficacement pour produire les résultats attendus par la population. C'est dans ce cadre-là qu'il faut former de performance. L'atelier, qui a duré 3 jours, a permis de former les responsables de programme, les gestionnaires de crédit et les ordonnateurs des établissements publics nationaux d'innovation, du budget programme, d'exécution. Finances, dans lesquelles on explique le budget de l'État. Les agents de la DGBF étaient donc récemment face aux populations de Dimbokro et celles d'Adzopé. Kader Sogodogo les a suivis pour nous. La transparence dans la gestion des deniers publics. Le budget de l'État est dévoilé dans le moindre détail, avec des informations accessibles à tous. Depuis quelques années, les hommes du directeur général du budget et des finances, Traoré Seydou, un document pour faciliter sa compréhension. Le budget citoyen. Pour cette année 2022, la caravane a déposé ses valises à Dimbokro. Aller le plus loin possible pour sensibiliser. Le défi est épais. La caravane s'y est également rendue. Le budget citoyen matérialise la volonté du gouvernement de rapprocher davantage le budget de l'État des populations en facilitant sa compréhension. Il faut savoir que l'élaboration de ce document fait suite au constat que les populations pour lesquelles est élaboré et mis en œuvre le budget de l'État ne s'y intéressent soit de sa complexité, des informations qui y sont contenues, soit d'un défaut de connaissance en matière budgétaire. Des localités comme Soubré seront visitées. Un reportage de Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké. Allons-y maintenant à Bingerville, district d'Abidjan, cette ancienne capitale de Côte d'Ivoire. Le ministre de la Construction y était récemment avec l'ensemble des acteurs du cadre bâti et ils ont pu évoquer de fond en comble les problèmes liés à la gestion des ressources foncières de la ville. Après Yopougon, Koumassi, Adjamé, Plateau, Port-Boué et Cocody, c'est au tour de la commune de Bingerville d'abriter les rencontres tournantes de la plateforme collaborative de contrôle des infractions sur le cadre bâti. Commune en pleine expansion vit au rythme de conflits fonciers et bien d'autres difficultés d'ordre structurel en matière de construction et d'urbanisme. Des points qui ont été longuement évoqués au cours de cette rencontre, notamment les 2000 hectares de la Palme Industrie, et les approuvés. Nous sortons de cette séance de travail-là et
très heureux de voir qu'il y a beaucoup à faire et beaucoup reste à faire pour les populations de Benjerville. Mais j'avoue que le ministre a pris toutes les préoccupations de notre commune et de se mettre à disposition pour régler définitivement les problèmes de litige et les problèmes de recasement de nos différentes populations. Ce cadre de collaboration doit être considéré comme un pont permanent entre la mairie et le ministère, afin de s'exprimer Bruno Koné. Ici, nous avons abordé des questions qui sont spécifiques à la ville de Benjerville, qui est une ville en très forte mutation. C'est une ville à la fois ancienne et très jeune. Donc, de concilier ces deux aspects. Et au plan urbanistique, elle a sans doute besoin d'être soutenue par le ministère en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme. Donc, nous avons débattu de toutes les questions. Nous avons assuré, monsieur le maire et son conseil municipal, du soutien du ministère dont nous avons la charge. Outre ces questions, Bruno Koné a égrené les dernières réformes de son département ministériel, la récapitalisation de la BACI, logement social, ainsi que la parafiscalité sur le ciment, le fer à béton et le marbre. De la construction à l'environnement, l'ANDE vient de faire de nouvelles nominations de l'environnement et elle vient de nommer une quarantaine de nouveaux auditeurs environnementaux. Des auditeurs qui viennent tout juste de prêter serment au palais de justice d'Abidjan. Désormais, aux yeux de la loi, ils sont à Skando. Explication. 44 agents auditeurs environnementaux de l'Agence nationale de l'environnement prêtent serment. La NDE, en se dotant d'agents assermentés, permet à la collectif juridique appropriée pour la préservation de l'environnement. Nous constatons des inerties, des résistances lorsque nos agents vont donc vers les opérateurs économiques. Leur donner un cadre légal, ils seront désormais des officiers de police judiciaire. De cette manière-là, ils seront beaucoup plus efficaces dans la réalisation donc, des missions qui ont été confiées à... En tant qu'agents assermentés, nous pourrons déployer sur l'ensemble du territoire pour vérifier si effectivement les entreprises ont pris en compte les aspects environnementaux dans leur process. L'objectif n'est pas de les réprimer, mais l'objectif c'est de les amener. Ces nouveaux auditeurs de la NDE sont invités à être à la hauteur de la tâche à eux confiée. C'est sur vous qu'on compte pour conduire la politique environnementale. Le tribunal vous renvoie à... L'Agence nationale de l'environnement est le guichet unique des évaluations environnementales. Structure sous tutelle du ministère de l'Environnement, la NDE a pour mission, entre autres, de faire l'audit et le... Un reportage de Grace Kando du service Société de la rédaction de RTI 1. On va maintenant respirer un peu d'air frais. Pour cela, je vous emmène dans la forêt du Banco, forêt qui arrête sur la femme et le développement durable pour l'égalité des genres. Une initiative de 4 organisations féminines pour mettre l'accent sur la promotion du genre dans des secteurs d'activité des femmes et l'environnement. Et Patricia Omoitia. Un panel sur les femmes et le développement durable pour l'égalité du genre, initié par 4 organisations féminines pour mettre l'accent sur la promotion du genre. Même si on ne sait pas exactement ce que c'est que le changement climatique, on sait tous aujourd'hui comment il fait extrêmement chaud. On sait tous aujourd'hui comment le changement des saisons pluvieuses, par exemple, nous permet d'impacter les génératrices de revenus des femmes. Et donc, en sortant d'ici, nous avons un devoir de protection de cet environnement-là. Élus locaux, experts dans le domaine du genre, sensibilisent sur la protection de l'environnement. Des femmes partagent leurs expériences. Nous devons travailler pour pouvoir préserver notre environnement, surtout que nous sommes dans l'agriculture. On dit souvent que l'agriculture détruit la nature, mais nous devons trouver des solutions idoines pour que nous puissions... Cette activité qui se tient en rapport avec le thème de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme qui est « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable » bénéficie du soutien du ministère de la Femme, de la Famille. De la femme dans la problématique du développement durable. La femme, parce que lorsqu'il y a le changement climatique, lorsque les forêts disparaissent, elle est impactée très négativement. Les filles aussi. De montrer les réponses nationales. Pour mieux mettre en relief les contributions des femmes sur l'environnement et leur adoption au changement climatique, ces organisations féminines ont choisi la forêt du Banco pour le... Et respecter l'environnement, c'est protéger notre santé qui est mise à mal par le coronavirus.
Hier samedi, le coronavirus a touché 11 nouveaux malades en Côte d'Ivoire, portant à 81 814 le nombre total de malades de Covid depuis la survenue de la maladie en mars 2020. Morts, 796 décès exactement, avec 31 cas encore actifs. À l'échelle du monde, on enregistre 6,18 millions de morts pour 498 millions de malades. Le virus continue donc, alors faisons-nous vacciner et respectons les gestes barrières. On en vient maintenant à ce coup de filet des douanes de San Pedro. 300 tonnes de produits de tout genre. Voilà leurs avariés. Du poulet avarié, du lait périmé, des faux médicaments. Le taux d'une valeur de 300 millions de francs CFA. Des produits que les douaniers ont pris grand plaisir à incinérer. Comme nous le rapporte... Ce sont au total 334 tonnes de produits essentiellement composés de drogue, d'alcool frélaté, de poulet et du poisson congelé non comestible, des pesticides et de l'engrais de qualité inférieure, d'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA. Ces saisies ont été opérées suite à des contrôles inopinés. Nous avons entendu quelquefois des embuscades, soit dans les corridors. Les produits saisis courant 2020-2021, jugés dangereux pour l'homme, ont été soit détruits, soit incinérés à la décharge municipale de San Pedro. La population peut consommer ces produits auxquels les gens ne font pas souvent attention. Et il y a des produits qui, dans la législation, sont, comme on dit, prohibés à titre absolu. C'est-à-dire que c'est interdit à la consommation humaine. Nous ne pouvons pas être partout que la population se mobilise pour nous donner des informations en ce qui concerne tout ce qui est illicite et dangereux pour leur propre santé. La direction régionale des douanes de San Pedro, du Gor, de la Nawa, du Boclé et de San Pedro. Et de San Pedro, on part à Yamoussoukro. La capitale politique a été choisie pour abriter la 39e réunion des interroirs. Une occasion pour tous les membres de faire le bilan de leurs actions et ensuite tenter de faire mieux. L'impact du Rotary sur l'inclusion financière et l'autonomisation des femmes. Voilà le thème de cette réunion 2022. Amadou Ouattara. Les 39 Rotary Club de Côte d'Ivoire sont représentés à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Un rendez-vous annuel pour c'est la 39e réunion des intervilles. Nos actions doivent être ambitieuses, innovantes, et elles doivent répondre aux besoins des communautés, dont nous sommes au service pour changer. Ainsi, le Rotary restera un partenaire de choix et une force de proposition et de solution pour nos partenaires à travers le monde. 3 jours d'ateliers et de formation au cours desquels une action en faveur de Yamoussoukro, issue de couches défavorisées, est posée. Pour cette année, ces intervilles tournent autour du thème de l'inclusion financière. Alors quel est l'impact donc du Rotary sur l'inclusion financière et l'autonomisation? Et jointe à ce thème d'action, nous venons de réaliser une action qui nous semblons à une très forte portée et un fort impact, d'avoir pu mettre un fonds de garantie à la disposition de ces femmes de Yamoussoukro pour tourner autour de 10 voire 15 millions de francs. Et on estime que les résultats sont assez satisfaisants. Ces femmes reçoivent un soutien financier allant de 100 000 à 150 000 francs CFA pour de revenus. Je viens d'avoir 150 000 francs. C'est pour augmenter mon commerce et rembourser correctement pour que mes femmes puissent encore bénéficier aussi. La Côte d'Ivoire compte environ 800 € prépare à ces intervilles. Je vous le disais en titre, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle ce 10 avril. Les bureaux de vote ont ouvert partout en France métropole. 7 millions d'électeurs sont appelés à voter pour départager les 12 candidats à la présidence de la République. Mais l'ombre de l'abstention plane sur ce scrutin. Nombre de politologues craignent que soit 28,4% d'abstention, le plus haut niveau jamais enregistré pour un premier tour d'une élection présidentielle, puisse être battu. On part maintenant au magazine du dimanche. Le second nous a rejoint en plateau, je vous le disais, Emmanuel Krunguessan est président d'une ONG qui fait de l'alphabétisation par le téléphone, l'alphabétisation par le numérique. L'ONG GATIC. Regardons donc ensemble cette courte vidéo, puis on revient pour échanger. C'est Mahma Traoré qui nous la propose. Chaque mercredi, au groupe scolaire d'Anono, ce sont des commerçantes. Elles viennent pour des cours d'alphabétisation.
Pour la plupart, ces vendeuses des marchés du district d'Abidjan n'ont jamais été à l'école. Ces cours sont aussi adressés à celles qui souhaitent relever leur niveau d'instruction au marché de Marcory. Derrière son étal, elle reçoit régulièrement la visite de son instructeur pour des exercices. J'ai laissé l'école tôt, depuis 1988. Mais depuis ce jour, grâce à ce programme, je sais lire, je sais écrire mon nom, je sais calculer. La particularité de ce programme d'alphabétisation est qu'il se fait au moyen du numérique. Chaque apprenante est dotée d'alphabétisation. Les fonctionnalités permettent de savoir lire, écrire et compter. C'est donc un apprentissage semi-autonome que nous offrons qui permet aux femmes aujourd'hui d'être et aussi dans la vie quotidienne. Au niveau d'Abidjan, nous avons déjà amorcé le pas et maintenant l'année prochaine, nous allons passer à l'échelle nationale. Mis en œuvre depuis 2 mois des alphabétiseurs par les technologies de l'information et de la communication avec le soutien de l'UNESCO, ce programme a formé déjà plus de 1500 femmes, ce qui a valu à l'ONG Gatik de remporter en 2000 UNESCO Confucius d'alphabétisation, prix remis officiellement le 21 mars dernier à Abidjan par la première dame Dominique Ouattara. Encore toutes nos félicitations à l'ONG. Qu'est-ce que c'est? Dites-nous en 2 mots. D'accord. GATIC, c'est le groupement des alphabétiseurs par les technologies de l'information et de la communication. Nous sommes spécialisés dans l'apprentissage via les smartphones. D'accord. Et cette application, vous l'avez créée certainement? Aujourd'hui, il est plus facile. Les femmes que nous suivons ont un smartphone. La plupart ont un smartphone. Au lieu de permettre seulement qu'elles communiquent avec, on s'est dit, qu'est-ce qui peut bien se passer si elles ont un smartphone? Toujours apprendre. C'est ce besoin-là réel qui nous a poussé à aller vers ces femmes-là. Au lieu que l'apprentissage vienne vers l'apprentissage en classe, aujourd'hui, l'apprentissage vient vers elles, dans tous les lieux d'apprentissage. D'accord. Et vos cibles, votre sang, qui ne peuvent pas forcément se déplacer, et donc vous travaillez avec les commerçantes des marchés, effectivement. D'accord. Et comment elles sont choisies? Oui, nous ciblons une concentration des femmes d'un réseau qui est, comme on appelle les commerçantes, qui vendent surtout les produits vivriers. Donc aujourd'hui, nous commençons dans des marchés, mais au fur et à mesure, nous allons nous étendre. Donc, on a choisi déjà certains marchés depuis 2000. Donc elles sont choisies en fonction du besoin. On fait des sensibilisations. Quand on voit qu'elles sont réceptives et qu'elles veulent vraiment apprendre, tout de suite, nous nous engageons vers elles. Et quels sont les marchés déjà que vous avez pu visiter? Oui, aujourd'hui, si on prend à Port-Boué, nous étions à Yopougon. Aujourd'hui, en 2021, nous étions à Nouno, nous étions à Marcory et à Boboté. Et à ce jour, combien de femmes ont pu être alphabétisées jusqu'à ce jour? Et qui s'expriment aujourd'hui facilement, qui savent lire, qui savent écrire, calculer? Effectivement. Sûr? Sûr. On peut faire le test? Effectivement. D'accord. Et en quoi l'alphabétisation par le numérique est plus bénéfique ou alors serait meilleure, par exemple, que l'alphabétisation traditionnelle? D'accord. Il faut noter que l'alphabétisation numérique est un accompagnement de l'alphabétisation traditionnelle. Les deux vont ensemble. Aujourd'hui, c'est le niveau de l'alphabétisation numérique. Tout est numérisé en fonction de ce que nous faisons au niveau traditionnel. C'est ça un peu la différence. Sinon, il n'y a pas vraiment de grande différence, mais c'est plus facile d'approche. Plus d'avantages. Plus d'avantages. Que ce soit son lieu d'habitation, son lieu de travail, elle peut apprendre. Contrairement à l'alphabétisation traditionnelle où il faut faire ça forcément présentiel. D'accord. Vous venez de le dire, vous dites que les femmes qui sont votre cible, les femmes commerçantes, pour la plupart, n'ont pas de smartphone. Et l'utilisation même d'un smartphone, est-ce que ce n'est pas en soi un problème? D'accord. Oui, le smartphone, on se dit quoi? À Abidjan, bien que dans toutes les villes, une femme qui ne sait pas lire et écrire. Mais nous, par expérience depuis 2017, ces mêmes femmes-là, puisque le téléphone interagit avec elle, voyez, donc le téléphone lui parle. Donc, elle a une possibilité. Grâce à votre application. Grâce à votre application. Le téléphone lui parle. Ce n'est pas online. Ce qui veut dire que ça marche sans Internet. Sans Internet. D'accord. Donc, elle a la possibilité. C'est comme un jeu. C'est comme une activité. C'est comme une application ludique. Voilà, qui change avec elle. Donc, c'est plus facile pour elle de pouvoir. D'accord. Et si elles ont des smartphones, c'est que vous choisissez une cible précise, une catégorie précise. Des femmes qui peuvent s'offrir des smartphones, donc des analphabètes nantis. Non, pas à la base, c'est avec le réseau Magie, le réseau de Nestlé. Donc, ces femmes-là qui produisent des bouillons et qui, aujourd'hui, ont des difficultés dans les calculs, mais c'est surtout au niveau du calcul. Ils n'arrivent pas à faire des comptes. Donc, il fallait vraiment qu'on réfléchisse à ce niveau-là pour leur faciliter la tâche en leur permettant, mais les téléphones sont offerts gratuitement.
je vous l'ai dit. D'accord. Donc ces femmes... offrent le téléphone gratuitement. L'ONG Gatik offre donc le téléphone avec l'application pour que ces femmes puissent apprendre. Justement. Ça veut dire que c'est Nestlé qui est l'entité qui offre le téléphone à ses bénéficiaires. Nous sommes formés pour leur apprendre à lire et écrire à partir de ces smartphones-là. D'accord. Parce qu'on aurait pu se demander, mais tout le monde ne peut pas s'offrir un Android. Mais il n'y a pas que les femmes qui sont analphabètes, il y a aussi des hommes analphabètes. Nous avons eu une expérience avec les hommes. Généralement, les hommes, leur ego ne leur permettent pas d'être en classe et d'apprendre avec les femmes. Et on a sensibilisé plusieurs hommes, même à Yopougon. On avait près de 50 à 60 hommes qui nous ont dit, monsieur, nous, on ne peut pas continuer avec vous. Voilà, c'est ça la difficulté. Et on lance en même temps un appel pendant que nous... Il n'y en a pas quand même quelques-uns qui ont envie de venir, tout le monde refuse. On a au départ à Yopougon en 2000 qui sont venus, mais qui n'ont pas terminé le programme. Parce que quand ils sont en difficulté, on a l'impression qu'ils se sentent impuissants un peu. Mais ils n'ont pas besoin de venir, vous dites que vous les formez par le numérique. Oui, non, le numérique, oui, on doit leur apprendre comment ça marche. Donc en présentiel, une seule fois par semaine, 2 heures, et le reste, c'est à distance. Et ça, même ça, ils n'ont pas souhaité le faire. Voilà. Combien coûte le programme? En termes de chiffres, nous pas avec, c'est pas l'UNESCO et Magie qui ont Nestlé qui ont le programme en tant que... Je veux dire pour le bénéficiaire, la bonne dame commerçante qui a envie de se faire alphabétiser, qui a envie de savoir lire, écrire, compter, et de l'apprendre par le numérique. Généralement, ce que nous on demande, c'est que les femmes soient en association. Si elles sont plusieurs, on peut faire ce qu'on appelle un besoin et on peut chiffrer en fonction des femmes qui sont. Sinon, les smartphones ne coûtent pas trop cher. Oui, les smartphones ne coûtent pas trop cher. Ah bon. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ces femmes, elles savent faire après que vous les ayez formées? Combien de temps déterminé? Qu'est-ce qu'une femme qui ne savait rien faire du tout, qui jamais n'a mis les pieds dans une classe, dans une salle de classe, qu'est-ce qu'elle peut faire après votre formation? D'accord. La formation dure 9 mois. Nous faisons d'abord 6 mois, et puis après nous faisons 3 mois marqués qu'on a 3 niveaux. Le niveau de base, qui est le niveau où la maman n'est jamais allée à l'école, n'a jamais pris un bic. Il y a le niveau intermédiaire, où elle est allée peut-être jusqu'à la classe de CE1, elle a raccroché. Et le niveau qu'on a 5e. Donc les programmes sont faits en fonction du niveau. Du coup, les femmes qui sont dans le même niveau se retrouvent ensemble. Et à la fin du programme, on constate une chose claire, c'est que la femme qui ne savait ni lire ni écrire, sait lire son numéro de téléphone. Donc elle s'identifie. Et ça, ces femmes-là, elles ne font que nous dire merci pour ça. D'accord. Voilà. Mais écrire son nom, c'est pas tout, non, je suppose? Oui, elle peut écrire son nom, elle peut faire aussi des activités de comptabilité simplifiée. Qu'elle peut réussir à faire. Et à ce jour, 1500 femmes ont pu bénéficier de vos performances. Et c'est donc fort de vos résultats que vous avez soumissionné au prix mondial d'alphabétisation. Et vous avez été lauréat alphabétisation 2021. Effectivement. Vous avez reçu le prix en mars dernier. Effectivement. Et ici, j'ai votre tableau. Vous avez tenu à venir nous le présenter. La réalisation, si le plus d'alphabétisation 2021, c'est une grosse fierté pour vous. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez gagné? Outre ce tableau, bien sûr, et une médaille que vous avez là, voilà, qu'est-ce que vous avez gagné concrètement? Voilà, nous avons eu une médaille qui est là, que vous voyez, un chèque qui est l'accompagnement de ce... 30 000 $, je crois, environ 15-16 millions de francs CFA. C'est suffisant, c'est bon? Ce n'est pas suffisant pour nous, parce que depuis 2017, c'est maintenant que nous nous installons concrètement, simplement de nous installer, avoir nos moyens de pouvoir nous installer concrètement et à aller jusqu'au marché pour continuer à sensibiliser. Mais aujourd'hui, vous allez constater 15 millions, les gens entendent 15 millions pour eux, c'est beaucoup, mais pour une organisation, franchement, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. D'accord. Et maintenant que vous avez remporté ce prix, quelle est la suite? C'est quoi la prochaine étape? Aujourd'hui, nous visons les autres pays et nous visons même nous voudrons que les femmes qui sont dans les contrées reculées puissent avoir accès à ces programmes. Puisque la force, c'est que c'est offline. Or, nous savons que la couverture réseau aujourd'hui est un peu difficile à l'intérieur. Donc, jusqu'à Bangolo, jusqu'à Tiassalé, jusqu'à dans toutes les contrées pour aider ces femmes-là à savoir lire et écrire, pour nous, c'est très important. Parce qu'avoir 47% d'analphabètes en Côte d'Ivoire, pour nous, c'est trop. D'accord. Et vous voulez vous battre pour beaucoup moins, en tout cas. L'UNESCO vous a remis 15 millions. Il faut vous battre pour avoir le reste. Vos autorités vous suivent. Comment on vous contacte? Pour nous contacter, ce n'est pas compliqué. On a un numéro de téléphone qui est le 01 88 66. D'accord. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les 3 centres où les mamans peuvent continuer de venir. À Makori, par exemple, au marché de Makori, au marché d'Anono et au marché d'Aboboté. Et pour l'intérieur du pays? Pour l'intérieur du pays, pour
nous comptons vraiment sur la sensibilisation des autres mamans. On a déjà commencé même des sensibilisations. À Daloa, par exemple, où près de 80 mamans se sont inscrites et nous attendent. Et vous comptez sur la bonne volonté de pays à alphabétiser le maximum de femmes dans notre pays. Merci, Monsieur Krou. Merci beaucoup, Monsieur Krou. Emmanuel Krou-Nguessan, vous êtes le président de l'ONG GATIC et vous êtes venu nous présenter vos efforts dans l'alphabétisation. Et votre particularité, c'est que vous le faites via le numérique. Félicitations encore à vous et bonne continuation. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. J'espère que n'hésitez pas du tout à contacter GATIC Côte d'Ivoire. Ce 13h est terminé. Demain lundi, je serai de retour chez vous pour le JT de 20h.